Cela n'aura échappé à personne, l'adolescence s'assimile souvent à une période de rébellion et de confrontation. Certains adolescents peuvent en tout cas exceller dans l'art de tester les nerfs de leurs parents au point de parfois les faire sortir de leur gonds, quitte à le regretter par la suite. C'est donc au self-control que nous allons vous inviter durant cette émission avec nos deux invités du jour, deux spécialistes de la relaxation qui nous révéleront leurs secrets et astuces pour ne jamais s'énerver. Bonjour, Pauline Pancher, vous êtes professeure de yoga à Verdun, coach en bien-être et actuellement en formation en médecine chinoise. Bonjour. Spécialiste S-Zénitude du coup. Oui, en tout cas on tend. On va voir ça effectivement dans cette émission. Bonjour, Jessica Marchand, vous êtes sophrologue à Verdun. C'est ça. Alors, pour toutes les deux, première question, j'ai envie de dire un peu en guise de pirouette. Philosophiquement, de manière générale, est-ce qu'il n'est pas finalement naturel, normal, humain de s'énerver? Ou est-ce qu'il faut forcément toujours garder ses nerfs? Ça paraît être une gageure, ça paraît impossible, Jessica. Ça me paraît effectivement impossible puisque même du point de vue, je dirais, physiologique, nous avons, on va dire de manière très résumée, trois parties au niveau de notre cerveau. Une qui donne la réponse, on va dire spontanée, et une qui donnera une réponse beaucoup plus réfléchie, parfois en fonction de certaines situations, les conditions dans lesquelles nous sommes également. On peut tout à fait avoir une réaction, on va dire la réaction la plus spontanée qui soit, pas forcément la meilleure, c'est vrai, mais voilà, c'est humain, on va dire que c'est humain. Simplement humain, le fait de ne pas toujours être zen. Oui. Il ne faut pas se culpabiliser. De mon point de vue, oui, c'est accepter d'être traversé par nos émotions, et on n'a pas que la joie dans le panel des émotions. Accepter qu'on ne puisse pas toujours se maîtriser, parce que parfois on a une autre journée et à un moment donné, le seuil de tolérance, la fatigue fait que on va beaucoup moins se contrôler. Donc je pense que peut-être faire preuve de bienveillance envers soi, en se disant aujourd'hui, ok, j'ai pas réussi à me contrôler, et puis en tirer des leçons pour à l'avenir, quand est-ce que les signaux commencent à mettre au rouge et me dire oulala, là par contre il faudrait peut-être que je prenne un petit peu de distance, ou voilà, en tout cas mon point de vue, et je pense que c'est aussi le côté coach qui fait que j'ai cette vision, c'est à chaque fois d'une situation prendre de la hauteur et tirer les leçons pour qu'à l'avenir ça se passe autrement, toujours dans un but plutôt de construction, de bien-être et non pas de destruction. Et justement, on va en parler dans cette optique de relation à l'adolescent quand on est parent, mais voilà, perdre un petit peu le contrôle, c'est pas une faiblesse, ou alors c'est une faiblesse acceptable. Je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même très très important à un moment donné, face à effectivement une réaction émotionnelle, parce que c'est quand même une réaction émotionnelle, prendre aussi effectivement un petit peu de distance à un moment donné, pour tendre vers des solutions, apprendre aussi à mieux se connaître, apprendre à comprendre aussi nos réactions. C'est déjà important, c'est déjà un grand pas, et ne pas forcément être dans le jugement de soi ou à la limite même de son adolescent. Il y a une situation, très bien, j'ai réagi comme ça, je prends un peu de recul, j'essaye de comprendre pourquoi aussi ça a provoqué cette réaction chez moi. Ne pas forcément se juger ou finalement juger les autres. Ce qui est intéressant, effectivement, il y a des solutions. La meilleure connaissance de soi, l'observation aussi de son adolescent. Beaucoup de parents le disent, on peut avoir plusieurs enfants qui ne fonctionnent pas pareil. Et en tant que parents, ça nous demande un ajustement. On fait des essais, on réajuste, etc. Ce qui est intéressant, c'est je pense que ce qui est intéressant, c'est pas finalement de savoir si on a su se contrôler ou pas. C'est savoir aussi se remettre en question, se poser la question du pourquoi, qu'est-ce que ça a provoqué chez nous, quelle valeur peut-être a été atteinte avec notre passé, notre histoire, et voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? On le verra, il y a des solutions. Vous avez parlé toutes les deux d'émotions, de charge émotionnelle. Il y a cette charge qui est liée au quotidien en tant que parent. Voilà, il y a l'activité professionnelle, le fait de gérer les ados quand on rentre, etc. C'est cette charge-là qui fait que parfois le vase déborde un petit peu. Il y a un lien de cause à effet. Pauline? À mon sens, ça y participe en effet. Et bien toujours, je pense que ce qui est important, c'est de remettre toujours dans le contexte. Nous, une famille, c'est un système finalement. Et on n'a pas une cause égale un effet. Le parent arrive avec sa journée, avec peut-être des nouvelles
pas forcément agréable dans sa vie pro ou perso, l'enfant aussi. En plus, à cette période, avec tout le bouleversement émotionnel, le besoin d'appartenance ou autre, il va vivre des choses tout au long de sa journée. J'aime bien quand même alerter sur aussi l'impact des technologies, des réseaux sociaux. Je ne suis pas contre, loin de là. Ça fait partie de notre monde moderne et je pense qu'il faut quand même vivre avec. Mais ce n'est pas sans conséquence sur un jeune qui reste connecté, qui a besoin d'être vu, d'exister et qui peut voir des choses qui vont le bouleverser émotionnellement au cours de sa journée ou lui renvoyer à des complexes ou autres. Donc à un moment donné, il y a eu tout ça tout au long de la journée et les deux se retrouvent. Et parfois, ce que j'observe, alors après je ramène juste, je ne suis pas mère, donc j'ai la théorie. Après, la pratique sera certainement différente si un jour je le suis. Mais je pense que c'est important de garder des temps pour soi, autant en tant que parent, et apprendre à l'enfant à en prendre aussi, pour avoir justement ce temps où on redescend, on se recentre, pour après être disponible à la relation avec nos parents, avec nos copains ou autres. Et souvent, en fait, on enchaîne. On enchaîne les sorties, les échanges et autres. Et quand est-ce qu'on se retrouve avec soi-même? Donc oui, pour moi, il y a un lien avec cette charge émotionnelle. Alors Pauline, je vais rester avec vous. Je vous demanderai votre avis dans le prolongement de Jessica, si vous le souhaitez. Cas très concret. Voilà, il y a un moment, un peu de basculement, c'est-à-dire qu'on sent que ça monte. On sent qu'on va perdre le contrôle. On sent qu'on va lâcher prise, pas de manière positive pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait pour casser ce schéma qui est en train de se mettre en place, de manière concrète? Qu'est-ce que vous pourriez préconiser aux parents qui nous regardent? Pour moi, la première chose, c'est de partir, de prendre de la distance, parce qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, on va dire, on va faire des choses qu'on va certainement regretter très peu de temps après. Comme le disait Jessica, là, c'est le cerveau émotionnel qui répond, c'est pas forcément la réponse adaptée. Donc laissons du temps pour que le cerveau plutôt qui est lié à la réflexion rentre en scène pour pouvoir prendre la juste mesure des choses, en tout cas prendre du recul et se dire bon, peut-être que je vais pas dire ça de cette façon ou pas avec cette même intensité, ce même ton. Donc pour moi, je pense que la première chose, c'est vraiment de se dire là, il vaut mieux que je parte, on revient, on en reparle à tête reposée dans un second temps, mais là, ça ne sera pas constructif finalement, ça sera se faire du mal l'un l'autre. Bon, moi ce serait ça mon conseil dans un premier temps, faire autre chose, se faire du bien, respirer ou même mettre de la musique, danser, pourquoi pas. En tout cas, extérioriser pour faire en sorte que ça redescende et dans un second temps, quand on est un peu plus apaisé, revenir pour échanger. Pour ne pas rester sur des malentendus où on met sous le tapis, sauf qu'à un moment donné, ça ressort quand même. Donc, ce serait ça mon conseil. Pour déconstruire, on met de la distance, on prend du recul, on prend un peu de hauteur, on essaye de faire cet effort-là, quand on sent qu'on est un peu à la limite. Alors, je vous rejoins, effectivement. Mais pour ce faire, je rajouterai juste une chose. Puisque là, encore une fois, dans cette relation, quand il y a conflit, si vraiment on se met dans cette situation, et ça parlera des parents, on est quand même dans un moment, là quand nous on en parle, quelque part on est calme. Au moment où réellement on est confronté à cette situation, c'est douloureux, ça fait mal. C'est difficile aussi de prendre de la distance. Parce que vous pouvez aussi renvoyer. Alors, soit le parent à l'adolescent ou l'adolescent au parent. On est encore une fois dans une relation. Vous pouvez en fait aussi renvoyer en partant des douleurs profondes à l'autre. Donc moi je rajouterais que quand on prend cette distance, c'est quand même important de verbaliser, tout simplement de dire à la personne, voilà, je m'en vais, je vais prendre de la distance pour me ressourcer. Et pas forcément pour... pour te fuir, voilà. Non, je prends de la distance, rassure-toi, parce que c'est quand même important dans la relation avec les parents, mais avec les enfants, et on reste quand même leurs exemples. C'est quand même à nous aussi de montrer le chemin. Ça demande un certain courage aussi, cet effort-là. Oui, ça demande du courage, ça demande d'avoir envie effectivement, et ça demande de se remettre surtout en question et avoir une meilleure connaissance de soi. Parce que on peut avoir, c'est ce que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça fait référence aussi à nos valeurs éducatives, où on a pu peut-être nous faire comprendre qu'on doit garder le contrôle, on doit être maître de la situation et qu'on doit, dans notre éducation, imposer. Peut-être qu'à un moment donné, certaines personnes resteront sur cette vérité qui sont la leur, elle est respectable, voilà. Mais peut-être que pour d'autres, ça ne parle pas finalement. Ces valeurs éducatives, ils vont être un peu perdus entre les valeurs éducatives, mais finalement, qui ils sont eux.
Donc au bout d'un moment, c'est ce que nous on travaille aussi en sophrologie, c'est déjà comprendre qui nous sommes, quelles sont nos émotions et surtout quelles situations nous font réagir de cette façon. Parce qu'en ayant une meilleure connaissance de soi, on peut aussi stopper plus rapidement. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas à un moment donné sentir que là, ça va être fragile pour nous finalement. Donc on va forcément avoir une réaction. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dire simplement à son adolescent, écoute, là, ce qui se passe me blesse moi, me fait mal. J'ai besoin d'aller me ressourcer dans quelque chose qui me nourrit. Alors, tu l'as très justement dit, ça va être aller chanter, aller danser, se retrouver dans la nature, aller faire du sport. Et je vais rebondir sur une chose, en tant que parent, c'est très naturel, parfois c'est va dans ta chambre. Va dans ta chambre. En réalité, est-ce que le lieu ressource de tous les adolescents sont leurs chambres? Pas forcément. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas l'imposer. Selon moi, encore une fois, et je le répète, c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. Simplement, aujourd'hui, si vous me demandez des conseils, je vous donne forcément les miens. Je ne dis pas que ce sont tous les conseils et ce qu'il faut faire avec tous les adolescents. Je pense qu'il faut s'écouter en tant que parent en fonction de ses valeurs, ce qui vous parle, mais il faut les connaître, mais surtout verbaliser quand on s'en va. Parce que quand on s'en va, ça peut aussi renvoyer sans un mot, aussi bien pour un parent que pour l'adolescent, cet abandon, cette séparation. Et au lieu de partir avec cette idée de construction par rapport à la situation qu'on vient de vivre, la personne va plutôt partir avec une grosse angoisse, une panique, et de toute façon, elle ne réfléchira pas parce qu'elle a peur de perdre quelqu'un qu'elle aime, etc. L'adolescent, ça peut être son parent, il m'aime plus, etc. Mais pareil pour le parent. Que va penser mon enfant? Donc, c'est pas constructif. Il faut le verbaliser quand même. Je t'aime, mais j'ai besoin, là, tout de suite, maintenant. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On ne se comprend pas. J'ai besoin d'aller me ressourcer, de comprendre, et je reviendrai, on en reparlera. Est-ce que, à brûle pour point, ça me passe par la tête, vous allez me donner votre regard si vous le souhaitez, est-ce qu'il y a la notion d'ego qui peut jouer aussi, cas typique? Vous dites, va dans ta chambre, voilà, il y a une crise qui éclate, un conflit, qui fait le pas derrière? Est-ce que c'est forcément le parent? Je me rappelle, moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire en 1914, il y a très très longtemps, on me disait c'est toujours au plus jeune de s'excuser. Voilà. Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est... Voilà. Comment on fonctionne pour ensuite se rabibocher, pour recréer du lien après cette dispute, Pauline? Il n'y a pas de règle? En soi, il n'y a pas de règle, mais en effet, ça va avec nos conceptions, notre vision, et si on a grandi avec l'idée de c'est toujours au plus jeune de venir s'excuser en premier, on va attendre, et ça c'est l'ego, à mon sens, qui fait qu'on... Je pense qu'à un moment donné, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, mais il faut se poser la question, est-ce que la relation, elle n'est pas plus importante que le fait d'avoir raison? Et à un moment donné, que ce soit le parent ou l'enfant, qu'il soit plus âgé ou plus jeune, je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas ça qui compte. C'est de se retrouver, de renouer, de communiquer pour éviter les quiproquos, de mieux se comprendre. Donc l'ego, il en faut juste à sa juste dose, ni trop, ni pas assez. Mais en effet, ça peut, il peut intervenir en effet, à mon sens en tout cas. On en revient à la notion de courage qu'on a évoquée sur l'applaudissement. Finalement, ça nécessite de prendre sur soi, de s'asseoir, si je puis dire, sur son ego et de penser à la relation avant tout. Je rebondis sur vos propos. Je pense que communiquer, même en ayant fait le premier pas, encore une fois, je trouve que finalement, c'est qu'on se juge aussi. Quand on se dit, finalement, c'est moi qui ai fait le premier pas, voilà, ça veut dire que du coup... Non, je pense qu'il faut se détacher du jugement, tout court. Et que finalement, comme tu le disais, Pauline, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'à un moment donné, chacun reste avec effectivement cette idée de « c'est pas à moi de le faire, c'est moi qui le fais », etc. L'adolescent, encore une fois, je pense qu'on doit aussi montrer que parfois, ce n'est pas une question de tort ou de raison, en fait. C'est que surtout, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Je pense que les deux s'aiment. Et je pense qu'il faut... En revanche, c'est légitime de se dire « j'ai pas trop envie d'y aller, là. » Quand même, c'est légitime. Objectivement, j'ai raison. Voilà. De toute façon, je pense que les deux, de toute façon, à ce moment-là, pensent avoir raison. Voilà, dans tous les cas. Oui. Parce que chacun défend son idée. Et je dirais plutôt qu'on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. L'adolescent, peut-être que, je ne sais pas moi, il vient de vivre un événement amical 5 minutes avant. Il est rempli d'émotions. Vous êtes plein de bonnes intentions à ce moment-là. Vous êtes à la maison, je vais dire n'importe quoi. Vous l'accueillez avec peut-être, tiens,
vous lui proposez, je ne sais pas, une sortie quelconque pour vivre un moment à deux, etc. Et là, boum, il n'a pas du tout envie. C'est frustrant. Non, les deux ont raison quelque part. Voilà. Alors, est-ce qu'on va se poser la question? Bah oui, il m'a mal parlé, pourtant moi j'avais envie de lui faire plaisir. Et puis l'adolescent, en même temps, il ne me comprend jamais. De toute façon, je suis mal, mais oui, mais on ne le savait pas. C'est beaucoup de situations finalement d'incompréhension. Alors, est-ce qu'il faut chercher qui a raison? Non, je pense qu'à un moment, on se pose. On se pose, on se ressource, on ramène le calme, on respire. On ne se juge pas, on ne juge pas son enfant. On tente en tout cas de ne pas se juger et de ne pas juger son enfant et de se dire, bon, concrètement, voilà, quelle était son émotion? Alors là, on a parlé d'un conflit, on va dire, ponctuel à dégrossir, un petit peu à aplanir. Mais quand la situation devient régulièrement conflictuelle, quand il y a vraiment une tension quasi permanente qui s'installe entre le parent et l'ado, comment on fait, là aussi, pour essayer de désamorcer un petit peu quand, encore une fois, ça s'installe dans le temps et dans la durée? Alors, je pense que, honnêtement, déjà, il faut quand même prendre en compte qu'il y a un foyer, une famille. Parce que là, c'est vrai que quelque part, depuis tout à l'heure, finalement, on parle d'un des deux parents avec son ado, par exemple. Sauf qu'en réalité, il y a une famille, il y a tout un foyer. Il y a un papa, il y a une maman, peut-être des frères et sœurs, voilà, ou pas. Peu importe. Je pense que la première, c'est mon avis, mais première des choses, c'est que quand il y a un parent qui se sent peut-être un petit peu plus débordé, parce que voilà, plein d'émotions, une philosophie, etc., peut-être différente, peut-être qu'à ce moment-là, dans la période de l'adolescent, ça va peut-être toucher plus de valeurs profondes d'un des deux parents. Donc ce parent-là sera plus sensible. Ça ne veut pas dire qu'il saura moins bien gérer son enfant. Mais c'est que c'est plus sensible pour lui ou pour elle. À ce moment-là, il faut déjà pouvoir se rapprocher aussi et peut-être de déléguer un petit peu, je veux dire, à l'autre parent, qui arrivera peut-être à plus faire face parce que ça l'atteint moins. On essaie de passer par un tiers si c'est possible, si je suis votre raisonnement, Pauline? On peut en effet, et je pense qu'il ne faut pas avoir de blocage avec ce fait de devoir demander de l'aide à un moment donné. Encore une fois, c'est accepter nos limites humaines. On est humain, on est parent. Je ne le suis pas encore, mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'on apprend sur le tas à être parent. On n'a pas un livre qui nous dit comment. Et puis aussi, ce que j'aimerais ajouter depuis le début, c'est que l'enfant est un miroir, comme en règle générale. L'autre est le miroir de soi, mais l'enfant est encore plus un miroir parce qu'en plus il y a la partie génétique etc. Et qui font que ce qu'il vient nous montrer, c'est souvent une partie de soi, soit avec laquelle on n'est pas en accord, soit qu'on n'accepte pas. Donc il y a aussi tout un travail sur soi, je trouve, à faire quand on vit l'aventure d'être parent. C'est aussi un sacré chemin de connaissance de soi, d'amour de soi aussi, grâce à lui. Et parfois, en effet, il y a trop de choses qui font qu'il faut mieux s'adresser à un tiers, à un psychologue ou autre. Il y a différentes approches. Mais apprendre à se connaître, apprendre à comprendre qu'est-ce qui vient titiller, parce que lui, il va le faire souvent inconsciemment, il sait très bien où aller viser. Donc, il va y aller. Et s'il voit qu'on réagit, il reviendra. Voilà, je pense que c'est au-delà de la nature, je ne sais pas si c'est inné ou autre, mais en tout cas, voilà, je pense et même au-delà des parents, de manière générale, savoir demander de l'aide, pas être dépendant, mais à un moment donné, accepter qu'on a atteint nos limites. Demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste que on a parfois un peu besoin d'aide temporairement, une petite béquille pour mieux repartir ensuite. Donc oui, ne pas hésiter à solliciter l'aide extérieure. Alors, question qui peut paraître extrêmement cliché en 2022, je ne sais pas, vous allez me dire, vous allez me donner en tout cas votre regard et votre analyse là-dessus. Des parents qui peuvent être tentés de se tourner vers la solution de la pension, voilà, pour un adolescent qui serait difficile ou récalcitrant ou qui amènerait des situations de tension. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça peut être une solution pour des parents qui, pour le coup, auraient perdu le contrôle, pas ponctuellement, mais qui ne sauraient plus faire? Ça rejoint la question de distance de tout à l'heure. Après, je pense que si ça répond concrètement, si c'est en phase avec les parents qui prennent cette décision, que finalement c'est expliqué, que ça convient aussi à l'adolescent. Pourquoi pas? Ça permet parfois laisser de la distance pour pouvoir comprendre une situation. Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Je pense que pour certains parents, ça sera la solution. Pour d'autres,
ça sera un déchirement. Je pense qu'il faut que ça réponde réellement à chaque parent, à chaque adolescent. Encore une fois, je crois qu'il faut que ça soit expliqué et pas par contre une punition. Je pense que c'est pas mal que d'aller un temps prendre de la distance ailleurs, peut-être avec les échanges avec une autre personne. Je ne sais pas, parfois il y en a aussi, c'est les grands-parents, d'autres ressources. Voilà. Et ça permet de poser aussi les tensions, parce que malgré tout, parents, enfants, enfin je veux dire, la base c'est l'amour et souvent les réactions c'est la peur. Le parent impose des choses aussi par peur. Par peur, voilà, tout simplement. Mais en réalité, et l'adolescent, lui, a besoin d'amour, point. Donc, si c'est une solution, je dirais que, voilà, je pense que rien n'est... toute solution peut être expérimentée à partir du moment où tout le monde est OK. Bah, vous disiez, il peut être acceptable d'appeler à l'aide. Voilà, symboliquement, en tout cas, c'est une aide extérieure, c'est une ressource autre. Pour le coup, quel est votre regard sur cette solution? Je rejoins Jessica en disant qu'il pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. À chaque fois, c'est des solutions adaptées. Mais je pense qu'il faut juste être attentif à mettre en pension, ça ne va pas résoudre le problème. Donc c'est aussi faire un travail en amont, parce que le jour où l'enfant revient le week-end ou autre, finalement, on revient comme s'il n'avait pas été en pension. Donc je pense que c'est, voilà, à un moment donné, à court terme, on a besoin de distance, et je pense que ça fait partie des solutions à court terme qui sont bénéfiques, mais se dire en parallèle, qu'est-ce que mon enfant vient me faire travailler, comment lui se sent. Je pense que la base de tout, si on résume tout, ça reste la communication. J'ai d'ailleurs fait un master en communication, je pense que c'est pas pour rien. Hein. mais globalement, je pense qu'il y a tellement de choses, de malentendus, de suppositions, de quiproquos, de retenue dû au fait qu'on n'ose pas exprimer l'amour qu'on porte à nos enfants ou même aux gens qu'on apprécie de manière générale. C'est quand même dommage de devoir attendre une maladie ou un décès pour se dire je vais exprimer les choses. Et pourtant, on le sait encore plus. C'est malheureusement très banal, ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une situation, dramatique pour parler, pour s'extérioriser, pour communiquer, que ce soit avec l'ado. C'est ça. Et pourtant, on en a besoin au niveau, les neurosciences le montrent, au niveau, pour le développement du cerveau, le bien-être, il y a besoin de cette dimension affective, donc savoir qu'on est aimé. Et pareil, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on se dispute, qu'on ne s'aime plus. Donc, et je pense que les enfants ont besoin aussi d'être rassurés. C'est pas parce qu'on te dit non, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on ne t'aime plus. Ou c'est pas parce qu'on te laisse chez les grands-parents ou on t'envoie en pension qu'on ne t'aime plus. Voilà, donc je pense que la base reste la communication. Puis, rappeler, parce que c'est souvent en fait ces sources-là, c'est aussi peut-être expliquer ce que certainement, je veux dire, on tente de tous faire, mais peut-être d'expliquer aussi à notre adolescent pourquoi on ne veut pas quelque chose, pourquoi on a instauré ce cadre, cette limite, que c'est pas pour, selon l'adolescent, l'embêter. C'est loin de là. Enfin, c'est que simplement, effectivement, soit ça fait référence à nos peurs. Bon, c'est à nous après peut-être de voir, est-ce qu'on c'est une peur qui est légitime, est-ce qu'on est peut-être trop dans cette peur, est-ce qu'on y travaille, etc. Mais je pense qu'il faut expliquer le non. Le non comme ça, l'adolescent ne comprend pas. Le non pour le non, non. C'est jugé comme trop arbitraire, trop... Je veux dire, quand on explique pourquoi, par exemple, telle heure, ou etc. Maintenant, si c'est pour telle heure, parce que telle heure, par un ego, ou tout simplement parce que on nous avait historiquement dit que c'était telle heure, mais on ne sait pas d'où ça sort. Forcément, quelque part, l'adolescent ne comprend pas. Je pense que ça mérite une explication. Je ne sais pas, telle heure, peut-être parce qu'il fait noir, que quand il fait noir, voilà, on aime, voilà. Encore une fois, je t'aime et je n'aimerais pas qu'il t'arrive ça. C'est pas qu'il va t'arriver ça, mais moi, en tout cas, ça me fait peur à moi. Et j'estime que pour l'instant, je ne suis pas prêt. Je pense qu'il faut aussi se dire que nous aussi, en tant que parents, on peut ne pas être prêts. Maintenant, pour autant, même avec ces explications-là, parfois on n'est pas entendu. Mais en tout cas, on l'aura quand même verbalisé. On aura quand même donné notre explication, nos craintes, et on aura argumenté notre non. Alors, j'aimerais, pour terminer cette émission, pour chacune de vous, que vous donniez peut-être aux parents qui nous regardent un petit message d'espoir, j'allais dire, ou en tout cas qui témoignerait d'un état d'esprit général
face à cette situation où on peut s'énerver, ou ces situations où il y a des conflits, vous avez toutes les deux parlé du fait de donner de l'amour en fait. Et d'expliquer les choses, c'est-à-dire que si on fait ce choix et si on prend cette décision, c'est pas uniquement pour te contraindre. Est-ce qu'on pourrait résumer les choses comme ça? Enfin, je vous laisse libre. Hein, Je veux comme quoi on réfléchit. Oui. C'est votre regard qui m'intéresse. Oui. Et en effet, ça reste notre regard. Oui. La communication, mais quand même, il y a un autre élément. Sur, à mon sens, la posture. Alors, encore une fois, j'ai la théorie. Voilà, donc Jessica, voilà, vous me direz. Mais je pense qu'un adolescent, c'est comme un enfant de 2-3 ans. Ils ont quand même besoin d'un cadre. Alors, sans être dans l'hyper-rigidité, on peut expliquer, mais à un moment donné, ils sont là, c'est des périodes où ils vont tester les limites. Et c'est important, on le voit en médecine chinoise, ça vient permettre le développement de certains organes, en tout cas certaines fonctions d'organes, d'avoir un cadre. Ça nous permet, à nous, de poser les limites, mais aussi à l'enfant, de comprendre qu'en fait, il y a des limites à un moment donné, et c'est pas négatif, c'est pas contraire à un développement bienveillant ou autre, c'est juste comprendre qu'à un moment donné, le non, c'est non. Voilà, on a expliqué le pourquoi du comment, mais parfois ils vont retitiller, ils vont retester, on ne sait jamais. Je pense que pour le coup c'est normal, mais c'est à nous de rester droit, et c'est quand on se connaît, quand on connaît nos valeurs, quand on connaît dans quelle direction on veut les éduquer, je pense qu'on est plus facilement, on est comme un arbre, on n'est pas un arbre bien ancré, on n'est pas le roseau qui plie au premier, on va dire, à la première remarque de l'enfant. Donc je pense que ça reste la base, se connaître et poser son cadre en expliquant, mais rester sur sa ligne parce qu'on sait au final que peut-être qu'à court terme, il ne va pas être content, ça ne va pas lui faire plaisir, mais à moyen, long terme, c'est pour son bien-être, c'est pour son épanouissement, c'est satisfaisant en soi. Donc je pense qu'il vaut mieux accepter la petite crise à court terme, mais quand on sait que c'est pour du bien à moyen ou long terme. Poser un cadre, avoir une vision sur le long terme, expliquer, expliciter. Oui, après, là, c'est peut-être encore une fois ce que moi je vis. Moi, j'ai 2 adolescents, et puis ce que j'ai pu observer, je pense qu'il faut rester déjà dans ses valeurs, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est pas possible. On est comme on est, il faut s'excuser parfois de notre façon d'être. Pour autant, je pense que vraiment, même dans un cadre, il faut qu'il soit expliqué et il faut qu'il ait une logique. Il ne faut pas qu'il soit juste l'ego. Juste, par exemple, je suis le parent, et tu parlais de posture tout à l'heure, c'est une véritable... Face même à un petit, quand on prend une posture, on est grand, on leur fait peur. On écrase. Donc non, on se remet de niveau. Je veux dire, est-ce que... La vraie question, c'est de se poser... Enfin, je pense que c'est intéressant de se la poser, moi je me la pose en tout cas. Est-ce que ça va vraiment avoir une incidence sur mon éducation, mon autorité, que d'être au même niveau que mon enfant ou mon adolescent? Pour ma part, non. Maintenant, peut-être ça ne se passe pas, voilà, mais moi j'estime, mais dans mes valeurs, que donner une explication, me mettre au même niveau, ne m'embête pas. Parce que je suis un être, mais j'estime aussi mon enfant, il est un être, on n'a peut-être pas les mêmes idées, on va partager des idées, mais par contre, à un moment donné, on va dire, ok, donc, pour ma part, donc tu aimerais quoi? Concrètement, qu'est-ce que toi tu aimerais? Moi j'entends, pour autant, parfois oui, parfois non. Parfois non, mais pourquoi? Parce que là, selon moi, voilà. Là, je pense que quand même notre rôle aussi, c'est quand il y a un non, c'est surtout pour les mettre en sécurité. C'est pas pour les embêter, parce que là, on a décidé que le jour-là, parce que nous aussi, on peut avoir nos humeurs, ce jour-là, ça ne nous convient pas. Bah oui, forcément, voilà. Et effectivement, il faut que ça soit maintenu. Et à un moment donné, on sent que là, peut-être un peu plus de maturité, peut-être que nous aussi, on a travaillé sur nous, puis de se dire, bon, voilà. C'est aussi leur faire confiance. En fait, la base, elle est là. On parlait d'amour tout à l'heure, mais c'est aussi une question de confiance. D'un autre côté, on pourrait dire non, ils dérogeront. Alors, on en fait de quoi? Et ça, je pense que ça va parler aussi à beaucoup de parents. Le conflit vient aussi sur le fait qu'ils ont dérogé pour autant au cadre. Et il y en avait bien un. On fait quoi de ça? Donc, ça veut bien dire qu'au bout d'un moment, on peut mettre plein de cadres aussi. On peut ne pas en mettre. Chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que ça sera respecté pour autant.
Ils ont besoin d'expérimenter. Maintenant, personnellement, je préfère qu'ils expérimentent une petite chose sur laquelle ils vont se dire « Ah, maman avait peut-être pas tout à fait tort » ou « Papa n'avait peut-être pas tout à fait tort », qu'effectivement d'avoir mis plein d'interdits et que par contre l'expérimentation soit d'un niveau où derrière rattraper tout ça est plus difficile. Donc je pense que laisser aussi l'expérience, en les observant, en regardant jusqu'où notre adolescent est capable d'aller, va soit nous faire encore plus peur, pour être clair, soit nous rassurer. Voilà. Merci pour votre expertise. Et si vous me permettez, j'aurais envie de dire aux parents qui nous regardent, on est simplement des humains. Oui, voilà. on est simplement des humains. Voilà. Et puis, il faut, encore une fois, pour finir, des personnes qui peuvent nous aider. Ça peut être ponctuel. Ça peut être vous. Ça peut être nous, bien sûr. Oui. Adolescents et parents. Oui. Parce que je pense que chacun, déjà, comme on l'a dit depuis le début, a besoin déjà de se connaître pour favoriser aussi la communication. Après, à chacun de trouver le moyen qui lui convient. Tout le monde n'appréciera pas le coaching, la sophrologie, la psychologie. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. C'est plus d'aller tester, de voir à certains moments de vie qu'est-ce qui convient, quel thérapeute aussi. Le feeling passe. Je pense que c'est important dans la relation de confiance qu'on ait cette histoire de feeling, mais en effet, ce sont des chemins possibles. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Merci, Jessica, pour toutes ces analyses et ces échanges. Merci. Merci à tous et à très vite pour un prochain numéro de Parents, tout va bien.